Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à votre grand angle. La paix au Proche-Orient grâce à l'instauration d'une monnaie unique. C'est l'idée au cœur de votre livre, Philippe Dessertine, Le Talent et les Assassins, publié aux éditions Anne Carrière, un roman à suspense, un thriller en anglais qui se déroule au Vatican avec pour toile de fond un colloque bien mystérieux et aussi la mort du gouverneur de la Banque centrale de Syrie avec pour principal protagoniste des économistes allemandes, françaises et puis aussi une journaliste. Alors Philippe Dessertine, vous êtes économiste, directeur de l'Institut de haute finance. Pourquoi choisir d'écrire un roman qui reste malgré tout à forte résonance économique ? J'espère parce que c'est quelque chose qui se lit facilement. Le message que je voulais faire passer, c'était d'abord un message aussi destiné au grand public, en particulier au grand public européen, en particulier au grand public français, mais pas uniquement, en disant, voilà, la question en effet d'une monnaie unique, c'est quelque chose qui pourrait devenir une solution pour le Moyen-Orient, mais effectivement, faire passer le message uniquement dans un essai ou quelque chose comme ça serait peut-être un peu compliqué. Là, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, c'est d'abord l'histoire qui l'emporte, c'est-à-dire, en effet, oui, une histoire qui se passe au cœur du Vatican, moment historique très important, c'est-à-dire juste avant le moment où le pape Benoît XVI renonce. Voilà, renonce. Et pourquoi le choix du roman à suspense? Justement, c'est un style plus amusant, ça attire plus de gens aussi? Non, mais figurez-vous que, en fait, la base de cette histoire, elle est entièrement vraie. C'est une question que j'allais vous poser. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc, alors, les deux économistes, une allemande et une française, sont deux économistes, deux professeurs. Karen von Plettenberg et Marguerite Eraille. Eraille, voilà, exactement. Donc, ce sont deux économistes, mais en réalité, je me suis caché derrière, puisque j'ai vraiment vécu exactement tout ce qui se passe avant, ce qui se passe dans le livre, puisque j'ai commencé à faire des séminaires au Liban à l'époque sur les questions de la monnaie, puis de la monnaie unique, puis nous commencions à travailler sur la question d'une monnaie unique au Moyen-Orient. Et à ce moment-là, ça avait pris beaucoup d'importance. On était en 2004, hein, c'est ça, 2003-2004. Exactement. Et donc là, j'avais beaucoup d'étudiants et beaucoup de collègues qui me disaient « mais il faut creuser cette idée ». Puis j'ai eu effectivement exactement ce que je raconte avant l'événement qui se passe au Vatican. J'ai eu exactement une prise de contact avec des ecclésiastiques maronites, qui est le grand ordre catholique du Liban, et qui me disent effectivement c'est pas possible, c'est tellement quelque chose de tabou que finalement on peut peut-être même pas l'évoquer, on peut même pas en parler. Ils me disent comment on pourrait faire pour essayer d'avancer sur ce projet. Et là, l'idée qu'ils vont avoir, c'est exactement la base et l'origine de ce que je raconte dans le livre, c'est de rassembler tout un tas de personnes qui pourraient réfléchir au concept. Des économistes, des hauts fonctionnaires. Exactement, mais aussi réfléchir à la manière dont on va le mettre en œuvre. Et ils me demandent, vraiment, ça s'est passé comme ça, puisque là, j'ai subi au fond cette idée. Ils me disent, faites-nous une liste, faites-nous la liste idéale de tous les gens que vous pourriez essayer de réunir pour cette idée. Et un jour, à Paris, un matin, ils m'appellent, ils me disent, écoutez, voilà, on a trouvé la solution. C'est le pape qui va inviter toutes les personnalités que vous avez envisagées. Par hasard, vous allez vous retrouver à la bibliothèque du Vatican. Le nonce du Vatican est déjà en train d'en parler à Washington, parce qu'il faut parler aux Américains sur une question aussi importante. Et donc, on espère effectivement qu'il en sortira quelque chose. Et même l'histoire, en réalité, c'est quelque chose qui m'avait été suscité pour de vrai. C'est-à-dire, l'une des personnes qui préparait l'organisation me dit, regarde la liste et me dit, il ne faudra pas qu'il arrive quoi que ce soit à un des invités que vous avez envisagé de faire venir au Vatican, parce que ça ferait du bruit. Et bien donc, effectivement, l'histoire, c'est qu'il se passe quelque chose lorsque cette rencontre a vraiment lieu, alors que dans mon cas, la rencontre s'est arrêtée, ou plus exactement, le projet s'est arrêté avec le décès de Jean-Paul II. Et donc là, j'ai effectivement retranscrit exactement la même idée, mais un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire effectivement à la fin du pontificat de Benoît XVI, qui est plus proche de nous, mais qui est aussi un moment où le Proche-Orient est de plus en plus en ébullition. Et pourquoi, pour revenir à votre histoire personnelle, cette idée d'une monnaie unique n'a pas été relancée depuis 2004? Donc elle a été relancée, alors j'ai essayé de la relancer ensuite, c'est-à-dire que nous avons poursuivi justement sous le pontificat de Benoît XVI, et j'étais reparti au Liban, je suis allé en Syrie à l'époque, en voiture, c'était déjà un tout petit peu tendu, on avait rencontré un certain nombre de gens importants pour voir justement comment peut-être on pouvait essayer concrètement de faire avancer la chose et de faire avancer la réflexion. Et puis là-dessus est arrivée la guerre de Syrie. Et je dirais que, au fond, ce roman, c'est la troisième tentative pour faire passer l'idée. Vous évoquez d'ailleurs les prémices de cette guerre en Syrie et ses conséquences. Alors là, pour le coup, oui, c'est vrai
vrai que comme nous sommes à la fin du pontificat de Benoît XVI, c'est-à-dire début 2013, on est vraiment dans le moment où la situation devient très très tendue en Syrie, une situation qui est bien sûr nous concerne complètement. La question du Proche-Orient, j'utilise bien le terme Proche-Orient parce que souvent, vous savez, on prend justement la traduction anglaise de Moyen-Orient. Nous, Européens, il faut qu'on dise Proche-Orient parce que c'est très près de nous lorsque nous avons les images de la bande de Gaza que nous voyons tout à l'heure ouais. sur les écrans. Nous devons avoir bien conscience qu'il se passe là-bas des choses effectivement qui peuvent très très vite avoir un impact sur nous Européens. La Méditerranée, c'est notre mer à tous et tragiquement, on voit aujourd'hui que c'est malheureusement tellement simple de se noyer en Méditerranée lorsqu'on est migrant et qu'on arrive de ces régions dans lesquelles les Européens vraiment doivent absolument suivre ce qui se passe. Il y a justement eu des projets de zones euro-méditerranéennes construites justement autour d'un projet économique aussi. Oui, bien sûr, et ce sont toujours des choses dont on reparle quand on a le sentiment que la paix peut revenir. Et puis très vite, la guerre prend le dessus. Et c'est vrai que la guerre, on l'a subie, mais parfois aussi on peut essayer de résister contre la guerre. Et je crois que probablement l'un des grands enjeux de l'Europe demain, dans ce monde méditerranéen, je le répète, qui la concerne et qui va la concerner de plus en plus, c'est de dire nous ne pouvons pas continuer à subir la guerre. Il faut réfléchir aux manières dont on pourrait organiser la paix. Et au fond, l'idée vraiment derrière ce livre et derrière ce roman, c'est un peu justement de commencer à semer peut-être une graine en disant et ça, si c'était une piste. Et pourquoi ce serait une piste justement? Pourquoi la création d'une monnaie unique pourrait aider à la résolution de ce conflit au Proche-Orient? Vous savez, quand on parle monnaie, en fait, on parle d'échange. C'est quelque chose qui est très important et que les Européens ont compris ou peut-être avaient dans l'esprit il y a longtemps. C'est-à-dire juste après la plus grande guerre de toute l'histoire de l'humanité, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que moi, du point de vue historique, j'ai travaillé aussi sur ce moment où on réfléchit à l'Europe entre, vous voyez, 45 et 58, c'est-à-dire le moment où elle est en gestation, le moment où vous avez des gens un peu partout, et notamment en France. Alors, je n'ai pas connu Jean Monnet, mais j'ai connu quelqu'un qui le connaissait très très bien, qui dormait dans sa chambre au moment du traité de Rome. Donc c'était l'un des fondateurs du Monde, et il m'a raconté justement cette ambiance où on pensait la monnaie en réalité comme un accessoire de la paix parce que la monnaie permet les échanges. Dans les moments où l'Europe a été en paix dans son histoire, ce sont des moments où on a circulé, où on a échangé, où on a parlé économie plutôt que de parler de guerre. Et je crois vraiment, vous voyez, que quand vous êtes en train de travailler sur ces questions, vous avez évidemment le côté technique. On parle monnaie, finance, on a l'impression immédiatement d'être dans des choses qui sont très peu poétiques. En réalité, on est aussi en train de parler de philosophie. Lorsque l'on évoque la monnaie, lorsqu'on a une grande idée monétaire, lorsqu'on est en train d'évoquer la circulation des marchandises et aussi des idées, eh bien, en fait, on est en train de parler de paix. Une monnaie unique, certes, mais faut-il aussi un cadre politique, selon vous ? Alors oui, évidemment, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de parler monnaie, et lorsque, évidemment, là, nous parlons de l'Europe, que nous parlons du Proche-Orient, on parlait d'autres zones, aujourd'hui, qui peut-être nous écoutent avec attention lorsqu'on évoque ça. Par exemple, la zone d'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, quand elle est en train de réfléchir à ses problèmes monétaires, eh bien, vous avez raison, immédiatement arrive ou survient la question politique, ou en tout cas, la manière dont les États vont gérer entre eux leurs échanges, vont gérer entre eux éventuellement les déficits des uns ou les excédents des autres. Lorsque l'on évoque la monnaie, ça veut dire aussi regarder quelles sont les dépenses de chacun des États. Et bien entendu, lorsque l'on regarde les dépenses des États, on regarde très très vite leurs dépenses à caractère militaire. Alors, vous êtes un ardent défenseur de l'euro. Est-ce que vous estimez... De l'Europe, plutôt. De l'euro aussi et de la monnaie unique. Oui, mais vous voyez, c'est d'abord de l'Europe. D'abord de l'Europe. Je crois que la grande idée fondamentale de notre début de 21e siècle, ce sera l'Europe. L'euro en est un des fondements, un fondement majeur, mais c'est d'abord l'Europe qui doit nous préoccuper. Mais justement, il y a tout un débat sur la définition de ce que doit être cette Europe. Il y a toutes ces critiques pour dire que nous avons été dans une Europe trop financière, trop économique, pas assez sociale. Ça, vous l'entendez également? Oui, tout à fait. Enfin, l'aspect social fait partie de l'économie. Vous voyez, la question des inégalités, c'est une vraie question économique aussi. L'Europe a été dans une logique, et je crois quand vous dites trop financière, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut relire notre histoire récente. On parle beaucoup des critiques aussi des lobbyistes à Bruxelles qui auraient pris le pouvoir. Enfin, là, c'est autre chose, bureaucratique. Vous voyez, bureaucratique, oui, mais on est aussi dans le domaine économique. Alors, pas uniquement là pour le coup, on est beaucoup dans le domaine législatif, juridique. Ça, c'est probablement
probablement, oui, aussi un travers de l'Europe. Lorsqu'on évoque l'aspect financier, ça a été notamment la question du développement d'un certain nombre d'économies. Et on doit rappeler, redire, même si les jeunes générations n'ont pas cette mémoire-là, que d'abord, le grand problème européen a été de rassembler des pays qui n'étaient pas au même niveau économique, n'étaient pas du tout au même niveau de développement. Et donc, évidemment... Des intégrations trop rapides, selon vous? Non, non, pas du tout trop rapide, mais qui signifie que le grand enjeu dans ce cas-là, c'est l'investissement. Et quand on dit investissement, on doit comprendre que ça veut dire financement. Et donc, effectivement, quand vous êtes dans le financement de l'investissement, quand on évoque même des pays comme l'Espagne, qui était également tout à l'heure à la une de votre actualité, l'Espagne, quand elle rentre dans l'Europe, on doit se souvenir, c'est pas vieux, c'est 1976, au moment 1976-77, vous voyez, au moment où effectivement on a l'intégration de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce d'ailleurs ensuite, un tout petit peu plus tard, on est avec des pays qui sont incroyablement en retard économique par rapport aux pays de l'Ouest, parce qu'ils sortent pour l'essentiel, on va dire, de dictature. Eh bien, ils rattrapent incroyablement vite ce retard, eh bien, parce qu'effectivement, l'investissement est massif et parce que leur ardent désir est d'être européen. Et je crois vraiment, vous voyez, cette notion d'Europe, c'est d'abord un ardent désir. Effectivement, ensuite, eh bien, vous avez des techniques, et les techniques, elles peuvent être financières ou juridiques, peut-être pas trop, effectivement, sinon on peut oublier l'essentiel. Et est-ce que ce désir, selon vous, est toujours aussi ardent aujourd'hui quand on voit la montée des extrêmes et des populismes en Europe, que ce soit en Autriche, en Italie, en Hongrie, en Slovaquie? Eh bien, voilà, vous voyez, pour le coup, là, effectivement, alors j'avais écrit, moi, en 2008-2009, d'ailleurs toujours aux éditions Anne Carrière, un livre qui disait « Ceci n'est pas une crise ». Je parlais à ce moment-là de la faillite de Lehman Brothers, à laquelle j'ai assisté en direct à New York à ce moment-là, juste la fin d'un monde. Et juste après, le deuxième livre que j'avais fait chez Anne Carrière sur la même veine, c'était « Le monde s'en va en guerre ». Parce qu'effectivement, je pense que nous avons eu un dysfonctionnement économique, financier absolument majeur, absolument capital du point de vue historique. Le seul comparable, c'est 1929. Et nous avons aujourd'hui, 10 ans après le démarrage de cette crise, et quand vous faites 10 ans après 29, vous arrivez à 39. Nous avons un dysfonctionnement dans l'économie mondiale, mais dans la géopolitique mondiale maintenant, qui est en quelque sorte la conséquence de ces événements-là. L'économie doit toujours penser qu'au-dessus d'elle, il y a le politique. Et quand il y a un dysfonctionnement économique, s'il se transmet à la sphère politique, alors là, ça devient gravissime. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, en 2018, dans les grands États du monde, évidemment que vous pouvez faire un certain nombre de liens avec ce qui s'est passé dans les années 30. Et je dis bien aujourd'hui, en 2018, quand on regarde qui est au pouvoir, comment les gens votent dans les démocraties, comment ils rejettent les élites, notamment parce que, évidemment, il y a eu une faille absolue avec l'échec économique. L'échec économique, la crise financière gravissime, c'est aussi un rejet des élites. Malheureusement, nous sommes en train de voir que c'est un théorème qui se reproduit à notre époque. Et j'espère bien entendu avec surtout pas la même fin que celle qu'on a connue dans les années 30. Merci Philippe Dessertine d'avoir été notre invité. Vous publiez aux éditions Anne Carrière Le talent et les assassins. Merci d'avoir été